On utilise des ordinateurs en permanence, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment arrêté pour se demander comment ça marche à l'intérieur? Comment une machine transforme un simple clic en une image qui s'affiche, en un son qui joue? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la machine pour comprendre son langage en partant de la chose la plus simple qui soit, un interrupteur. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Comment un objet fait de circuits et de métal peut bien comprendre notre monde? Comment il interprète des mots, des couleurs, la complexité d'une page Internet? Eh bien, la réponse tient dans une idée qui est à la fois incroyablement simple et vertigineusement puissante. Et oui, c'est tout. L'ensemble du monde numérique. Que ce soit un film en haute définition ou le plus simple des messages, tout, absolument tout, repose sur seulement deux chiffres, le 0 et le 1. C'est le point de départ de tout le reste. Bien, première partie, la langue de l'ordinateur. Alors, comment est-ce qu'avec juste deux chiffres, on peut bien arriver à décrire la totalité de notre univers numérique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce système, c'est ce qu'on appelle le binaire. Il faut imaginer que chaque information, une photo, une musique, la moindre lettre tapée au clavier, est systématiquement décomposée en une immense suite de 0 et de 1. C'est la seule et unique langue que le cerveau de l'ordinateur, son processeur, est capable de comprendre. L'unité la plus petite de cette langue, sa brique de base, c'est le bit. Pour se le représenter, le plus simple, c'est de penser à un interrupteur. Soit il est éteint et ça correspond à un 0, soit il est allumé et ça, c'est un 1. C'est l'atome de l'information numérique. Évidemment, avec un seul interrupteur, on ne peut pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'on les regroupe. Le regroupement le plus courant, c'est l'octet, un petit paquet de 8 bits. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'avec 8 interrupteurs, le nombre de combinaisons possibles explose. On peut en faire 256. Et avec 256 possibilités, on a de quoi faire. On peut représenter toutes les lettres, tous les chiffres et pas mal de symboles. Ok, donc on a nos atomes, les bits et nos premières molécules, les octets. Voyons maintenant comment on assemble tout ça pour créer des choses concrètes, des choses qu'on peut lire et voir sur un écran. On passe donc à la deuxième partie, coder le texte et la couleur. Pour le texte, c'est assez astucieux. Il existe des sortes de dictionnaires universels comme l'Unicode. Le principe est simple. Chaque caractère, que ce soit la lettre A, le symbole exclamation ou même un emoji, se voit attribuer un numéro unique. Par exemple, le A majuscule, c'est le numéro 65. Et ensuite, l'ordinateur prend ce nombre 65 et il le traduit dans sa langue, en binaire. Et voilà, c'est comme ça que tous les ordinateurs de la planète se mettent d'accord. Pour les couleurs, le principe est en fait assez proche. Le modèle le plus connu, c'est le RVB, pour rouge, vert, bleu. Ça fonctionne un peu comme une recette de peinture. Chaque couleur est créée en mélangeant une certaine quantité de lumière rouge, de lumière verte et de lumière bleue. Et chaque quantité est bien sûr définie par un nombre. Cet exemple est parlant. Pour décrire cette nuance de bleu, on peut utiliser le code RVB, avec ses 3 valeurs, ou un code dit hexadécimal, qui peut paraître un peu barbare, mais qui est juste une notation plus compacte pour les développeurs. Mais le point crucial, c'est que peu importe la notation qu'on utilise, nous, les humains, pour la machine, au final, ça se résume toujours à la même chose, une longue suite de 0 et de 1. Parfait, on a maintenant nos briques de base, le texte et la couleur. Passons à l'étape suivante. Comment est-ce qu'on organise tout ça pour construire quelque chose de plus complexe, comme une page web? Troisième partie. Pour ça, on a un outil spécial, le langage HTML. Attention, le HTML ne dit pas à l'ordinateur comment faire les choses. Non, son rôle, c'est de décrire ce que sont les choses. Il va dire au navigateur web « ceci est un titre, ceci est un paragraphe, là tu mets une image ». Il structure le contenu. Le fonctionnement est très simple. Le HTML utilise ce qu'on appelle des balises. Ce sont ces petits mots qu'on voit entre chevrons. Elles fonctionnent comme des étiquettes. On encadre un morceau de texte avec une étiquette titre, un autre avec une étiquette paragraphe, et le navigateur, en lisant ces étiquettes, sait exactement comment il doit afficher la page. Jusqu'à présent, on a surtout parlé d'informations statiques. Mais la vraie puissance d'un ordinateur, ce qui le rend si utile, c'est sa capacité à agir, à faire des choses. Et c'est là qu'un nouveau concept entre en jeu, l'algorithme. Un algorithme, c'est un mot qui peut impressionner, mais en réalité, c'est tout simplement une recette. C'est une liste d'étapes très précises qu'il faut suivre dans un ordre bien défini pour accomplir une tâche. Trier une liste de noms, trouver le chemin le plus court sur une carte, recommander une vidéo, tout ça, c'est le travail d'un algorithme. L'exemple de la préparation du thé est parfait. Chaque étape est claire et l'ordre est absolument crucial. Pour un ordinateur, la logique est exactement la même. La seule différence, c'est que les instructions sont beaucoup plus élémentaires.
Ce n'est pas faire bouillir l'eau, mais plutôt compare ce nombre à celui-là, ou ajoute 1 à cette valeur. C'est en combinant des millions de ces micro-instructions que la magie opère. D'accord, mais comment une simple recette peut-elle donner naissance au programme si complexe qu'on utilise tous les jours? Eh bien, c'est grâce à 2 types d'instructions particulièrement puissantes. La première, c'est l'instruction conditionnelle. C'est ce qui permet à un programme de prendre des décisions. C'est le fameux « si, alors ». Par exemple, si le mot de passe est correct, alors autorisez l'accès. C'est ce qui permet au logiciel de s'adapter et de réagir à ce qui se passe. La seconde instruction clé, c'est la boucle. Elle donne à l'ordinateur le super pouvoir de la répétition. Au lieu de devoir écrire 1000 fois la même instruction, on peut simplement lui dire de la répéter tant qu'une certaine condition est vraie. C'est cette capacité à répéter des tâches des millions, voire des milliards de fois par seconde qui est à la base de la puissance des ordinateurs. Et c'est ça le point crucial à retenir. C'est la combinaison de ces 2 outils, la capacité de décider avec les conditions et la capacité de répéter avec les boucles, qui permet de construire des logiques incroyablement complexes à partir d'instructions toutes simples. C'est vraiment le cœur de la programmation. Alors, si on récapitule, on est parti des simples 0 et 1, on a vu comment ils permettent de représenter le monde, puis comment les algorithmes utilisent ces informations pour agir. On comprend mieux maintenant que l'ordinateur ne pense pas vraiment, il se contente d'exécuter une recette, mais il le fait à la perfection. Mais tout ça, ça nous amène à une dernière question. Les algorithmes qui filtrent nos informations ou qui nous recommandent des films, ils suivent eux aussi des règles précises, alors qui écrit ces règles? Et avec quel objectif? La question mérite d'être posée.